Bonjour surtout à vous, Jude Jassouma. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue, c'est donc vous qui ouvrez cette série de rencontres avec ce livre que vous venez nous présenter, Je viens d'Alep, itinéraire d'un réfugié ordinaire, un livre qui est paru à l'automne dernier aux éditions Alary. Ça fait un an. Ça fait un an? C'était pas l'automne dernier, ça fait un an. Un an. D'accord. Oui, un an exactement. Oui. Très bien. Donc ce livre qui est vraiment le livre, qui est vraiment un livre de témoignages. Je crois que déjà on comprend que beaucoup de choses sont dites, ou du moins nous interpellent dans le titre. Je viens d'Alep. Ce livre, qui va donc retracer votre parcours depuis la Syrie que vous avez fui. Ce livre, à quelle urgence correspondait-il pour vous lorsque on vous a proposé de l'écrire? Comment avez-vous réagi? À quel besoin correspondait-il pour vous? Oui, bonjour, rebonjour. D'abord, je suis arrivé en France en juin 2016. J'ai déjà la chance parce que je parle le français, j'étais prof de français, je suis licencié en littérature française. À partir du premier moment en France, vraiment, on a observé qu'il y a un mal compris pour qu'est-ce qui se passe en Syrie. Et pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes réfugiés, pourquoi il y a 7 millions aussi, 7 millions exactement des réfugiés qui ont quitté la Syrie, pourquoi cette barbarie en Syrie ne s'arrête pas, et aussi pour faire un rapprochement culturel entre les Syriens et les Français. C'est-à-dire la culture française, c'est tout à fait différente de la culture syrienne. On est d'accord. Même au niveau de la salutation, par exemple, c'est différent. La nourriture, c'est différent. Donc, on a dit il faut donner une idée d'un Syrien. Vous voyez, c'est-à-dire c'est moi qui a vécu tout ça. On a essayé d'expliquer tout ça et donner une idée politique, géopolitique aussi, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Syrie. La guerre en Syrie, moi je dis la guerre, d'autres préfèrent de dire une crise, l'autre la révolution, l'autre je ne sais pas quoi, mais moi je dis c'est une guerre en Syrie avec beaucoup de protagonistes. Donc pour cela on a expliqué tout ça dans le livre, parce que j'ai observé, j'ai toujours suivi les médias en France, c'est-à-dire les journaux, la télé. Et même, par exemple, on écoute quelque chose ou on voit quelque chose sur France 2, France 5, qui parle du même sujet, mais c'est différent, avec des informations déformées, malheureusement. Vous voyez? Donc on a dit il faut un vrai témoignage pour dire qu'est-ce qui se passe en Syrie. Pour donner, on ne peut pas dire pour dire qu'est-ce qui se passe en Syrie, mais pour donner une idée de la situation en Syrie. Et en ce sens, le sous-titre de votre livre, Itinéraire, hein, donc on est vraiment dans cette idée de la trajectoire d'un réfugié ordinaire. C'était important pour vous de rappeler que vous êtes un réfugié ordinaire? Oui, je vais expliquer d'abord le titre complet, c'est-à-dire je viens d'Alep d'abord, c'était en gros, je viens d'Alep. On a utilisé le présent, verbe venir au présent et bas au passé composé. Moi, je suis venu d'Alep. Il faut dire ça, parce que je suis là. Mais on a utilisé le verbe venir au présent pour dire que malheureusement, la crise migratoire, ça continue sans arrêt. On peut dire à partir de la Première Guerre mondiale, les flux migratoires ont commencé et ça continue sans arrêt. Donc le verbe ou la valeur du présent, ça donne quelque chose qui continue sans arrêt. Donc, d'Alep. Pourquoi d'Alep? Et bas de Syrie. Moi, je suis syrien à la fin. Malheureusement, Alep était une ville victime ou martyr, comme vous voulez. Parce que Alep, c'est une ville historique qui est datée de 12 000 ans. Et tous les sites enregistrés à l'UNESCO comme patrimoine mondial, et malheureusement, étaient rasés. Quand on dit était rasé, c'est-à-dire, je pense qu'il y a parmi vous, s'il y a quelqu'un qui a visité Alep, oui, je pense que oui, une bonne ville avec les souks couverts, avec la citadelle d'Alep, avec la vieille ville, tout est détruit.
Imaginez avec les bibliothèques, avec des manuscrits qui étaient brûlés, des livres rares qui étaient brûlés, et toujours était la question qui se pose ici, toujours était la vieille ville était la ligne chaude. Vous voyez toujours les rebelles, le régime, le Front al-Nusra et Daesh. Après, on se bat, mais le plus important, que la ville était rasée, Alep. Donc, itinéraire d'un réfugié ordinaire, je ne suis qu'un micro-exemple des millions et des millions de réfugiés qui ont quitté leur pays, et surtout les Syriens, c'est-à-dire ordinaires, on partage le même parcours. Quand on dit itinéraire, c'est-à-dire on a le même, si on part de Syrie, on a le même parcours pour arriver en Europe. Pourquoi en Europe? C'est une question qu'on peut-être on va expliquer après. Mais de toute façon, j'aime bien donner des chiffres très importants. La Turquie, comme pays voisin, a accueilli 3 millions de Syriens. Liban, un petit pays à l'ouest de la Syrie, a accueilli 1 million de Syriens. Presque le quart de sa population. Oui, oui. Et la Jordanie, 600 000 réfugiés syriens. L'Irak, même l'Irak est en guerre, elle a accueilli 274 000 Syriens. L'Égypte, entre 300 et 400 000 Syriens. Et l'Europe entière, on arrive à 1 million. L'Allemagne, 800 000 et quelques. La France, combien? 15 000, presque 15 000. L'année dernière, on avait le chiffre, c'est 13 314. Mais maintenant, cette année-là, on est arrivé à 15 000 presque, parce que les démarches administratives en France, très très long, c'est comme ça. Mais la France, de toute façon, a été engagée à accueillir 33 000 Syriens, mais peut-être sur une quinzaine d'années. On ne sait pas. Alors même que, vous le rappelez, on va le dire rapidement, votre livre se termine sur une série d'annexes qui montrent bien les liens anciens entre la France et la Syrie depuis ce protectorat des années 20, je crois. Voilà, et donc on peut s'étonner effectivement qu'il n'y ait pas, qu'au nom de ces liens, de cette histoire commune ancienne, il n'y ait pas plus de réfugiés accueillis. Oui, moi, vraiment, j'étais choqué, parce qu'au début, je pensais que la France va accueillir la majorité des Syriens. Même, il y avait... que vous attendiez, oui, oui, c'est normal. Il y avait de bonnes relations avec la France. La période de M. Jacques Chirac et Sarkozy, il y a des visites réciproques et tout ça. Et même avant, on peut dire que la majorité des rues et des villes étaient construites par les Français, par des ingénieurs français. Ah, vous voyez? Donc il y avait des liens, même la majorité des Syriens qui veulent faire des études, ils choisissent normalement la France. Par exemple, la fac où j'ai fait mes études, tous les profs, ils ont fait les thèses en France. Vous voyez? Même, imaginez que la Syrie, c'est un pays arabe qui parle l'arabe, mais on a des docteurs qui ont fait les études arabes à Paris, en France, au Sorbonne. Vous voyez? Donc, on a pensé la France va accueillir un nombre important, un chiffre important des réfugiés. Ou moi, je préfère pas dire réfugiés, je préfère dire demandeurs de paix. Parce que vraiment, avant la guerre en Syrie, vous n'avez pas vu des Syriens, des réfugiés syriens. Vous avez vu des étudiants qui font les études, des recherches, et après, c'est toujours en Syrie. Ils retournent en Syrie. Nous sommes très, très attachés en Syrie. Par exemple, moi, j'ai fait un stage de français en 2008, c'est-à-dire avant la guerre, à Clermont-Ferrand. Autour de moi, il y avait des Marocains, des Algériens, des Arabes, c'est normal, c'est partout. Ils ont dit il faut rester en France, c'est l'avenir en France, vous allez continuer vos études en France. Moi, je dis non. Moi, je suis syrien et j'aime beaucoup la Syrie. Et il faut revenir en Syrie.
Nous sommes la génération future pour la Syrie. Donc, on retourne en Syrie, mais après, c'est la guerre. La guerre, c'est-à-dire, c'est décider de partir, c'est un choix. Moi, je dis toujours, c'est un choix obligatoire. On n'a pas choisi d'être réfugié. C'est quelque chose forcé. On dit toujours la guerre qui nous a obligés, qui nous a forcés à quitter la Syrie. Si la guerre s'arrête en Syrie, je suis sûr que beaucoup de Syriens retournent en Syrie. C'est sûr ça. Et c'est aussi ce qu'il faut entendre dans votre titre, lorsqu'il vous parlait d'itinéraire. C'est vrai qu'on pourrait avoir vu de France l'impression que c'est l'itinéraire qui vous a mené de Syrie en France. Or, l'itinéraire, il est d'abord au sein même de la Syrie. Que la guerre éclate en 2011, elle fait suite au printemps arabe, qui n'a pas eu la même évolution en Syrie. Entre guillemets, effectivement. À la fin de l'année 2011, l'ONU déclare officiellement que votre pays est en état de guerre civile. Vous-même, vous n'arrivez en France qu'en 2016. Et donc, comme je le disais, votre itinéraire, il commence d'abord au sein de votre pays. Et on va vous suivre avec votre famille, avec votre jeune épouse, Aya. On va d'abord vous voir vivre dans un pays en guerre. C'est ce qui frappe beaucoup à la lecture de votre livre. Comment composer au quotidien avec un pays en guerre? Oui. D'abord, on a dit que nous sommes très attachés. On aime beaucoup la Syrie. Pour cela, la guerre a éclaté en 2011. Moi, je suis parti en 2015. Vous voyez, c'est d'abord. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une émigration intérieure en Syrie. C'est-à-dire, on a 10 millions de déplacés qui se déplacent en Syrie en cherchant la paix, mais malheureusement aussi la guerre se déplace en Syrie. Vous voyez, c'est très... Mais de toute façon, il faut vivre le quotidien, il faut vivre l'actualité en Syrie. On s'adapte. Pourquoi on s'adapte? Parce qu'on a la famille là-bas. On a les parents, on a les proches, on a les souvenirs. Vous n'oubliez pas, moi j'ai vécu 32 ans en Syrie. Pas facile. Si vous faites par exemple, vous, des vacances pour quelques jours, après 15 ans, vous regardez les photos. Ah oui, on a fait ça, c'était bien, c'était pas bien. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui a vécu 32 ans là-bas. C'est pas possible de décider à partir, à quitter tout ça. Même avant la guerre, en Syrie, pour moi, je gagnais très bien ma vie. J'avais une belle voiture, un bel appartement, tout va bien, je gagne très bien, j'ai pas de problème. Et on n'oublie pas qu'à Alep, par exemple, le taux de chômage à Alep, c'était 0. 7 millions d'habitants. Alep, 7 millions d'habitants. On avait la plus grande cité industrielle au Moyen-Orient, était à Alep. Vous voyez? Donc pourquoi on quitte la Syrie? Donc c'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous a forcés à quitter la Syrie. Mais l'actualité de la guerre, ou le quotidien de la guerre, il faut d'abord vivre. C'est-à-dire, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, il faut la nourriture. Les 3 axes principaux de la vie. Pour l'eau, par exemple, il faut faire la queue pour 5 heures, 6 heures, pour avoir un bidon de 20 litres pour une famille de 5 ou 6 personnes par jour. On ne peut pas avoir 2. Pour faire la vaisselle, pour boire, pour tout. Boire, se laver. Pour tout. L'électricité, pas d'électricité, pas du tout. Mais après quelques ans du commencement de la guerre, il y avait jusqu'à maintenant, il y a des générateurs au bout de la rue qui produisent l'électricité. Il faut payer une somme très 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 importante pour quelques heures d'électricité par jour. Électricité pour 2 ampoules, c'est tout, hein? Pas pour des ampoules et frigo et la vaisselle. Non, pas du tout. Pour 2 ampoules et pour charger les smartphones. S'il y a un opérateur, parce que aussi c'est compliqué.
Donc, la nourriture, les prix qui flambent d'une manière insupportable. Imaginez, avant la guerre en Syrie, 1 euro égale à 60 livres syriennes. 1 euro, 60 livres syriennes. Maintenant, 1 euro, 600 livres syriennes. 10 fois, doublé 10 fois. La nourriture, les prix, par exemple, comme en France, si on veut quelque chose, mais le salaire d'un fonctionnaire, on arrive au maximum à 100 euros. La retraite de mon père, 40 euros. Vous voyez, c'est ça les difficultés, mais il faut vivre. Pas pour nous comme adultes, mais pour les enfants, pour la famille. Par exemple, quand j'ai décidé de quitter la Syrie, d'abord pour sauver ma femme et mon bébé. C'est ça. On n'a pas d'autre choix. Et aussi, surtout, après, moi j'ai quitté la Syrie, après un déclic. C'est pas bien de raconter ce déclic. On peut le raconter quand même. Oui, effectivement, c'est un passage difficile de votre livre. Oui, parce qu'un déclic, un déclencheur, comme on dit, qui m'a forcé à quitter la Syrie. Un jour, j'étais réfugié dans une ville en Syrie, près d'Idlib. Normalement, on prend un café, on sirote un café sur le balcon en écoutant une chanteuse très célèbre, c'est Fayrouz, une chanteuse libanaise. Mais je vois qu'il y a un chien qui s'approche de moi. Mais moi, je dis oui, c'est normal. On voit beaucoup de chiens, des chiens sauvages. C'est normal en Syrie. On n'aime pas beaucoup les chiens comme chez vous, mais ok. Qui porte quelque chose dans sa gueule. Moi, je dis, ah oui, un chat, un rat, ça arrive, c'est normal. Mais non, il s'approche de moi, mais c'était une tête humaine décapitée. Vraiment, j'étais choqué, je sais pas comment c'était. Moi, je dis toujours, c'est une scène, parce que je croyais pas que j'ai vu ça. Hein. C'est une scène comme on regarde un film ou quelque chose comme ça. Ok. Je reviens dans ma chambre, je suis tombé dans mon fauteuil et je dis à Aya, ma femme, il faut partir. Il m'a dit pourquoi ? Il faut expliquer parce que si on part, il faut recommencer à zéro, il faut faire tout. Et même, on n'a pas de moyens. J'étais obligé d'expliquer tout ça à Aya. Moi, j'ai vu ça. Il a commencé à pleurer, à crier et il a dit, il faut partir. Donc, il faut partir. On a pris 2 sacs. À dos, c'est tout. Et on a fui. Mais on va où ? C'est ça la question. Après, on est revenu à Alep, mais j'étais obligé d'attendre l'accouchement de Aya, parce qu'il était au 8e mois. Et 3 jours après la naissance de Zayn Hicham, je suis parti tout seul en Turquie. On va évoquer ce trajet vers la Turquie puis vers la France. Avant, j'aimerais revenir sur fuir au sein de son pays tout d'abord, et puis aussi se poser la question du choix, parce que vous dites à plusieurs reprises que pour vous, il y a cette phrase qui peut nous surprendre vu d'ici, cette phrase qui dit que pour vous, à un moment, il devient urgent de ne pas choisir entre les forces en présence. Votre famille reste plutôt du moins un certain temps, loyaliste envers Bachar el-Assad. Pour vous, pour tous d'entre vous, les fondamentalistes musulmans, l'armée qui rejoint Al-Nosra et l'armée de terroristes qui rejoint Al-Nosra, pour vous, ce n'est pas non plus une option, c'est une option impossible. Vous avez été élevé dans la défiance vis-à-vis des extrémistes religieux. Comment trouver aussi sa voie, comment choisir entre les forces en présence, qu'affirmer face à la guerre qui se déclenche ? Oui. Choisir un camp en Syrie, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile ? C'est pas facile, je vais expliquer tout ça. C'est important parce qu'effectivement, pour nous, on a le sentiment que le choix est facile. Oui, Or, mais parmi vous, quelqu'un de droite, gauche, Parti socialiste, par exemple, il y a les points clairs de chaque orientation, comme on dit. Mais de toute façon, en Syrie, maintenant, il faut compter, moi je dis compter parce qu'on a beaucoup, il faut compter les protagonistes en Syrie.
D'abord, on va commencer avec le régime de Bachar al-Assad, avec la Russie, avec les Iraniens ou l'Iran, avec les milices chiites libanaises, avec les milices chiites afghanes. On a les rebelles modérés, on a les rebelles extrémistes, on a le Front al-Nusra, on a Daesh. Et on a 2 petits groupes qu'on abandonne, c'est pas la peine de la citer. Et les Kurdes, on n'oublie pas. Vous voyez, si vous êtes en Syrie, vous choisissez quoi? Et surtout que la guerre en Syrie, soit les protagonistes qui soutiennent Bachar al-Assad, comme les Iraniens, les milices chiites, et la famille de Bachar al-Assad est alaouite. Donc, et les alaouites et les chiites sont, comme on dit, sont proches l'un à l'autre. Et les autres aussi. Mais il faut bien distinguer les musulmans. Je suis musulman, moi. Hein. Les musulmans et le Front al-Nusra et Daesh. Parce que le Front al-Nusra, ils disent qu'ils sont musulmans. Et Daesh, entre parenthèses, je vais expliquer entre guillemets l'État islamique. Je vais expliquer tout ça parce que c'est très très important. Mais nous, en même temps, les Daesh et le Front al-Nusra, ils disent qu'ils sont sunnites. Et moi, je suis sunnite. Hein. La majorité des réfugiés qui ont quitté la Syrie, ils sont des sunnites. Si je suis sunnite et Daesh, ou la majorité des Syriens sont sunnites, et Daesh et le Front al-Nusra sunnites, donc c'est logique qu'on reste près d'eux. N'est-ce pas? Pourquoi on part? C'est d'abord. Et après aussi, donc c'est-à-dire il ne faut pas mettre dans le même sac le Front al-Nusra et Daesh et les sunnites. Nous, les sunnites, les musulmans sunnites, on dit que Daesh et le Front al-Nusra, ils ne sont pas du tout musulmans. Hein. Pas du tout. C'est pas possible. Vous leur déniez vous leur déniez même la qualité de musulmans. Ils ne le sont pas. C'est eux qui ont donné qu'ils sont musulmans. Nous on dit ils sont des terroristes. Parce que c'est tout logique. Moi, je suis croyant. L'islam, le christianisme, par exemple, ou le judaïsme, ils sont des religieux de Dieu, n'est-ce pas? Si on cherche dans ces 3 livres, on va avoir beaucoup de points communs entre tous les livres. C'est-à-dire, on dit que ces religions de Dieu qui appelle à l'amour, à la tolérance, à aimer les autres, c'est logique. De le Coran, qu'on dit il faut tuer les autres, ou il faut faire des massacres, comme on dit, pour Daesh et le Front al-Nusra et tout ça, c'est pas logique, pas du tout. Pas du tout, c'est pas logique. Et même, j'aime bien expliquer quelque chose, c'est l'État islamique. Je pense que vous écoutez 1000 fois par jour, et surtout l'année dernière, sur toutes les chaînes télé et radio, l'État islamique. Mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. La France, c'est un État. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ah oui, La France, c'est un État, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un si on a un politicien ici qui dit, par exemple, pour expliquer le mot État, c'est-à-dire, quand on dit État, c'est-à-dire, on avoue que cet État-là, il a un système économique, administratif, il a des représentants, qui a de bonnes relations avec les pays voisins. C'est l'État, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme tous les pays. Quand on dit État, c'est-à-dire on dit que Daesh, les groupes terroristes, ils sont là, ils ont des ministres, ils ont des compagnies et tout ça. Mais non, c'est pas vrai. Et on dit islamique en plus. Pourquoi islamique? Pour déformer l'islam, c'est clair, moi je trouve ça. Mais on a aussi un musulman qui fait quelque chose de mal, mais c'est pas l'islam, c'est lui. C'est pas l'islam, c'est lui. Mais on dit, si vous cherchez de l'histoire ou sur Google, l'État islamique, oui, c'était l'État islamique pendant la période des Omeyyades, par exemple, où l'État islamique a enseigné la philosophie, la médecine, les sciences humaines et tout ça.
Parce que État, c'est un mot, moi je dis toujours, un État, c'est un mot positif. La France est un pays positif. L'Angleterre est un pays positif. C'est-à-dire, mon État, État, c'est un mot positif. Et islam, comme on a dit, c'est une religion de Dieu. Dieu, c'est positif. Donc, de mots positif, il faut donner, ou le résultat, il faut qu'il sera positif. Comment on dit État islamique pour signaler des groupes terroristes? Ah, vous voyez, c'est pas logique. Donc, pour cela, je dis toujours, il faut faire attention. Il faut faire attention aux médias, pour les mots. Moi, toujours, j'ai peur que ces mots sera creusés, sera gravés dans les têtes des enfants, et pas pour les adultes. Parce que les enfants, toujours, la génération future qui va construire la France et les autres pays, si on écoute l'État islamique tout le temps, pour dire que ils sont des mots négatifs, ça sera hyper compliqué. En plus, vous écoutez l'islamophobie. Mais vraiment, c'est bizarre. Islam, on a dit un mot positif. Phobie, c'est quoi? Phobie, c'est la peur. La peur absolue. Donc aussi, pour déformer ce terme-là, on a dit, pourquoi on dit pas Daesh, pourquoi on dit pas des groupes terroristes? Je pense que c'est compris. Des groupes terroristes, si on dit. La guerre se porte aussi sur le langage. Ah oui, Hein, on a un aussi... langage de guerre. Voilà. Vous quittez donc la Syrie en 2015. Votre première étape est celle de la Turquie. Et c'est de là que vous allez effectuer cette tristement célèbre aujourd'hui traversée de la Méditerranée. La mer Égée. Oui. De la mer Égée, pardon. Oui, de toute façon, mon parcours a duré 1 an complet. J'ai quitté la Syrie en juin 2015. Je suis arrivé en France 9 juin 2016. Il faut traverser la frontière de la Turquie. Mais comment? Soit il faut un visa, soit en clandestin. Pour moi, en clandestin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de passer à la préfecture pour demander d'abord un passeport. Il faut préciser pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous présenter aux autorités? Tous les hommes de 18 ans à 42 ans sont demandés pour faire la guerre avec le régime de Bachar el-Assad. Si on passe en préfecture pour demander un papier ou quelque chose comme ça, on sera enrôlé de force pour faire la guerre. Donc j'étais obligé de traverser la frontière en clandestin. Donc ici, ça commence l'histoire du trafic humain, malheureusement, l'histoire des passeurs. Moi, je dis toujours un passeur, un voleur. Pourquoi? Un passeur, un voleur qui travaille sans cœur. Le plus important, c'est l'argent. On cherche l'argent. Parce que faire un parcours, ça coûte cher. Pour moi et ma femme, par exemple, on est arrivé à plus de 4 000 € pour arriver en France. 4 000 €. Pour un Syrien, c'est une somme très, 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 très importante. Vous voyez? Donc, à partir de la frontière, ça commence l'histoire des passeurs. Il faut payer, il faut chercher un passeur ou, entre guillemets, un bon passeur, parce que toujours, on avait peur d'être volé. On ne sait pas, parce bon, moi, j'ai emprunté de l'argent et j'ai de l'aide ici pour faire ce parcours-là. Après, je suis arrivé en Turquie. Pourquoi je n'ai pas choisi, par exemple, la Jordanie ou le Liban ou l'Irak? L'Irak, déjà, c'est un pays en guerre. La Jordanie, la frontière est très, très, très bien surveillée. Même, il y avait beaucoup de morts sur les frontières. Et avec le Liban, c'est la même chose. Par exemple, il y a quelques semaines, une famille syrienne est morte de froid sur la frontière libanaise, après traverser la frontière libanaise. C'est très, très compliqué. Donc, ce qui est très difficile, d'abord, que mon parcours a commencé en été. On était sur la frontière, au nord-est de la Syrie, c'est une zone kurde, et l'été, on arrive à 50-55 degrés. Et il faut marcher plusieurs heures dans les champs. Et après, je suis arrivé au fil parapelé. Et le passeur a fait un trou
Vraiment, c'est une scène comme un film. Il a fait un trou de 60-50 centimètres. Il m'a dit, il faut passer par ce trou-là, c'est la Turquie. Si tu trouves personne, tu continues à courir au nord, au nord, au nord, c'est la Turquie. Bah, vous voyez, moi je dis, c'est pas possible. Moi je dis, il a dit, c'est tout. Et il est disparu. Donc je passe par ce trou-là. Les vêtements étaient complètement déchirés. C'est normal. Après, malheureusement, bah, je vois qu'il y a 2 points de surveillance turcs. Donc il faut se cacher. Parce que le jour avant, où le vieil, un Syrien était tiré et mort. Parce que où je suis passé la frontière, moi, c'était une zone kurde. Et toujours, il y a des problèmes entre les Turcs et les Kurdes. Donc, je me suis caché dans un trou pour un quart d'heure, 20 minutes. Et après, il faut sortir. Et j'ai continué à courir. Je suis tombé devant un canal rempli de l'eau. Bah, il faut sauter. Mais moi, j'ai pensé à retourner, mais je ne sais pas où exactement le trou. Et peut-être je serai tiré par les soldats turcs. Mais il faut sauter. Je ne suis pas sportif, malheureusement. La largeur était 2 mètres, 2 mètres 50. Mais vraiment, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai laissé derrière moi une femme et un bébé de 3-4 jours. Et il faut sauter. Je saute. Et heureusement, je suis là, maintenant. J'ai pas bien réussi à sauter, mais ça va. La peau était mouillée. Le pied était foncé dans la boue, j'ai rattrapé une branche et je sors et je continue à courir. Maintenant, je suis devant un champ de maïs. Un champ de maïs en été, donc on arrive à 2 mètres 50, 3 mètres. Et je ne peux pas courir ni à droite ni à gauche pour éviter les points de surveillance. J'écarte les tiges de maïs et je cours. La poussière était dans les yeux, dans les narines. Bah, c'était compliqué. Je suis tombé plusieurs fois et j'ai une phobie des serpents. Mais ok, je ferme les yeux, j'ai encore. Et à la fin, je suis devant des champs énormes, énormes de blé. Les jambes étaient blessées par les épines de blé. Et à la fin, comme je vois une personne sur un scooter, il m'a dit, moi, il m'a dit comme ça, tu as traversé la frontière en clandestin. Moi, je dis oui, c'est clair. Et il m'a dit, ok, moi, je peux te déposer dans une ville près de là, 7 km. Moi, je dis merci beaucoup, c'est gentil. Mais il m'a dit, non, il faut payer. Moi, je dis, j'ai pas d'argent, vraiment, parce que j'ai... Vous aviez perdu votre sac. Oui, mon sac, mais on a prévu ça, on met l'argent dans les chaussettes, dans les poches, on fait ça normalement, parce que... il m'a dit, sinon, j'appelle la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui a traversé la frontière en clandestin. Moi, je dis non, je paye, avec plaisir. Donc, je paye. Ah oui, on est arrivé à la maison de ce voleur-là. Moi, je dis, s'il vous plaît, il faut des vêtements. Parce que si je marche dans la ville comme ça, la police turque, il va dire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a traversé la frontière en clandestin. Il m'a dit, oui, avec plaisir, j'ai un pyjama Adidas. Moi, je dis, n'importe quoi. Ok. Il m'a dit, oui. Moi, je dis, merci beaucoup. Il m'a dit, il faut payer. Ok, on paye, pas de souci. Et après, à Istanbul, je suis resté quelques mois, 6-7 mois, et j'ai travaillé jour et nuit, 13-14 heures par jour, même le week-end, pour rembourser l'arrivée en Turquie et aussi pour faire venir ma famille, parce que ma famille, ma femme et mon bébé, sous le bombardement à Alep qui était très, très, très violent. Donc une double urgence, à la fois rassembler l'argent dont vous aviez besoin, alors que le temps presse et qu'effectivement on imagine votre famille sous les bombes. On va avancer. Donc il y a cette traversée en bateau. Qui se passe, je dirais, avec des guillemets, bien sûr, relativement bien. Vous arrivez en Grèce sans naufrage, sans avoir perdu personne dans le canot où vous avez pris place, ce qui n'est pas le cas du bateau qui est parti avant vous.
Et après, dans votre livre, on mesure bien sûr le soulagement de l'arrivée en Grèce, la prise en charge par différentes associations. On mesure aussi le côté arbitraire, car alors que la plupart des réfugiés voulaient prendre chemin vers l'Allemagne, hein, c'est la destination qui est la plus demandée, vous êtes pris en charge, vous acceptez et vous dites que c'est une chance d'être pris en charge par l'European Asylum Support Office, qui a pour mission de répartir en fait les réfugiés. Tous les réfugiés n'étaient pas pris en charge par cette structure. Oui, d'abord, il faut aussi citer un chiffre très important, qu'on a 35 000 morts dans la mer Méditerranée. Et la mer Égée. C'est un chiffre très très important. La question qui se pose maintenant, comment on a pu décider de porter ce risque-là? C'est-à-dire, toujours, il faut creuser derrière pourquoi nous sommes là. C'est-à-dire, si on reste en Syrie, on va mourir. Si, on va mourir, c'est sûr, parce qu'on parle maintenant en Syrie d'1 million de morts, d'un 500 000 handicapés, 100 000 disparus. Vous voyez? Donc, si on reste en Syrie, on ne peut pas, on peut pas vivre correctement, c'est d'abord, et nous sommes sous risque de mort. Donc, on a dit, on préfère, moi et ma femme, on préfère de mourir d'un seul coup au lieu de mourir tous les jours. Et même moi, j'ai quitté la Turquie parce que ma fille, mon bébé, est tombé malade de l'asthme. Parce qu'on a habité dans un appartement au sous-sol, il faut descendre 15-20 marches pour y arriver. Et l'humidité qui a fait ça, donc il est tombé malade de l'asthme. On était obligés, tous les médecins ont dit il faut changer l'appartement. Mais à Istanbul, c'est pas possible, c'est une ville très, très chère. Après, on a décidé de quitter la Turquie vers l'Europe. Et la ville destination, c'est Izmir, parce que c'est une ville principale pour aller en Europe. Mon souci était comment je peux trouver un voleur. Parce que j'ai une petite somme, j'ai emprunté de l'argent encore, et ma femme a vendu un bracelet, donc en or. On avait peur d'être volé, vraiment. C'était mon souci. D'abord, on a acheté les gilets de sauvetage d'Istanbul. De bons gilets. De bons gilets pour éviter les faux gilets. Parce que toujours on écoute qu'il y a un marché de gilets, de faux gilets. Donc, dans un sac, grand sac transparent, on a mis les gilets. On est arrivé à la gare routière d'Izmir. En descendant, 1000 voleurs qui s'approchent de nous et qui proposent le prix. Ah, toujours, moi j'étais devant un choix obligatoire, il faut choisir ça. Mais maintenant, il faut choisir. J'ai appelé mon cousin qui habite à Izmir. Moi je dis, vraiment, je suis devant un 100 voleur devant moi et il propose le prix. Quelqu'un qui dit 1000 $, l'autre 800, l'autre 600. Moi je ne comprends pas. Il m'a dit, attends, il y a beaucoup de voleurs, il faut attendre. Donc il vient me chercher. Il m'a dit, moi je connais un peu un passeur, entre guillemets. Ok, à la fin, on a payé 650 $ par personne parce que c'était en hiver. Si on arrive à 1300, 1400. Hein. Vous voyez, c'est un trafic humain, 100%. Même il y a un système, vous voyez, c'est un marché bien organisé parce qu'on ne paye pas l'argent aux passeurs. Il y a des agences à Izmir, il faut passer à l'agence, payer l'argent, et on prend un code. Ok, chacun a son code. Quand on arrive en Grèce, on donne ce code-là à l'agence donne l'argent au passeur. Vous voyez ? Il y a vraiment un cynisme et une industrie humaine, tout à fait. Malheureusement, c'était comme ça. Donc maintenant, on est arrivé à la plage, dans une ville qui s'appelle Didem, une ville comme Bodrum. Vraiment, j'étais surpris. Il y avait beaucoup de monde. J'ai demandé au passeur. Jamais on connaît pas le passeur.
Chaque jour, il y a des change gamins. tous les jours. Oui, ça change. Des gamins qui passent disent nous sommes de la part de Abou Sultan. Mais c'est qui Abou Sultan? On ne connaît pas. Donc, on est arrivé à la plage. Il y avait beaucoup de monde. J'ai demandé à quelqu'un tous vont partir? Ils ont dit oui, tous. Donc, mais il a dit vous inquiétez pas, on a beaucoup de bateaux. De toute façon, on était 55 personnes dans un bateau pneumatique. Normalement, ce bateau-là, pour 12 personnes. Vraiment, on était entassés. On était 40 sur les côtés et 15 enfants au milieu. Maintenant, la question qui est tombée, qui a cassé ma tête, le pasteur a dit qui peut piloter le bateau? Moi, je dis vraiment, c'est la fin. J'ai lu une sourate du Coran, c'est Al-Fatiha, le début. Normalement, on lit cette sourate-là s'il y a un mort ou si on va commencer quelque chose. Moi, je dis, on va mourir, c'est sûr. Parce que qui peut piloter 55 personnes, 55 êtres humains? Heureusement, il y avait une personne de l'Attaqué. L'Attaqué, c'est une ville en Syrie sur la mer Méditerranée. Il a dit, moi, ok, je peux faire ça. On a dit, c'est déjà bien. Même le bassor avec le sang-froid, comme on dit, il a dit, c'est pas difficile, vous faites comme ça pour accélérer, vous faites comme ça pour freiner, vous faites comme ça pour ralentir, c'est tout, à droite, à gauche. Comme ça, quelques secondes, il a expliqué le mécanisme de piloter le bateau. Vous voyez? On a dit, ok. Mais on va où? C'était la nuit noire. Oui. On était en 2 mars, 4 heures du matin. C'est la nuit noire, la nuit complète, vraiment. On a dit, on va où? Il a dit, il a fait comme ça, comme il a oublié de dire. Il a dit, vous voyez cette petite lumière là-bas? Oui, c'est la Grèce, vous allez là-bas. Moi, je dis, on ne sait pas à quel moment la lumière va éteindre ou quelque chose qui... Il a dit, non, c'est toujours allumé, vous inquiétez pas. Mais moi, je dis, messieurs, il faut vous voyez, moi, je dis, monsieur, mais il s'appelle comment l'île? Il m'a dit, Pharmakonicie. J'avais une idée, je cherche sur Google Maps, j'ai fait un itinéraire, oui, je tombe sur Pharmakonicie. J'étais... assis près de pilote et je dis à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on était toujours en contact avec un groupe des Syriens et des Irakiens, des bénévoles qui surveillent les personnes qui veulent traverser la mer Égée. Tous les 5 minutes, j'envoie une localisation pour dire que nous allons bien, pas de souci. À un moment, j'envoie une localisation, ils ont dit maintenant vous êtes sur les eaux grecques. Et je vais appeler les gardes-côtes. Oui, pour qu'ils viennent vous chercher. Vraiment, 10 minutes après, un bateau gris militaire, très grand, qui s'approche de nous, qui a fait des coups de projecteurs. On a fait dessiner par les smartphones, on est là. Et donc, on a continué à cette île-là. Malheureusement, il était une île militaire. On a dit... quelle chance, mais vraiment, les soldats grecs, ils étaient très très sympas, très gentils. Et c'était un îlot, très petit. Après, on était envoyé à Léros. On est resté quelques jours là-bas, 3 à 4 jours pour vérifier l'identité, pour avoir des papiers grecs. Et après, il faut prendre la route du Balkan. Après. Alors, Joud Jassouma, malheureusement, voilà, le temps passe et on pourrait encore vraiment longtemps vous écouter parce qu'effectivement, on découvre à travers votre témoignage tout ce qu'il en coûte de quitter son pays. Pourquoi est-ce qu'on est forcé de le quitter? Ce non-choix que vous nous avez clairement expliqué. Et puis, surtout, toute cette industrie, encore une fois, excessivement cynique de voleurs, comme vous les appelez. Effectivement, peut-être que nous garderons en tête qu'on ne
peut plus parler de passeurs, mais bien de voleurs dans bien des cas. J'aimerais quand même que l'on puisse prendre, s'il y en a, une ou deux questions pour s'adresser directement à vous. Voilà, il nous reste quelques instants pour le faire. Est-ce que certaines personnes, avant que l'on ne termine l'échange en précisant ce qu'il en est de votre situation aujourd'hui, est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole pour s'adresser directement à Jude Jassouma? Vraiment. Alors, donc je répète la question parce que sinon on ne l'a pas entendu. Comment votre épouse et votre bébé sont-elles passées? D'abord, mon bébé vraiment était perdu dans le gilet de sauvetage. Il avait 6-7 mois. Il était dans le bras. Et ma femme vraiment était très, très courageuse. Et même, j'aimerais bien parler un peu, très peu, du rôle de la femme en Syrie lors de la guerre. Vraiment, j'étais étonné comme Syrien. Toujours on dit la femme en Syrie, ok, la femme, c'est une femme. C'est-à-dire vraiment. Mais lors de la guerre, était courageuse, était le père et la mère en même temps. Parce que tous les hommes, soit fuient la guerre, soit ils travaillent dehors toute la journée pour avoir la nourriture. Vous voyez, donc, et la femme était toujours l'infirmière, était la mère, était le père, et toujours, moi je vois, par exemple, dans les yeux de ma mère, je vois comment on dit, les larmes, mais ils étaient bloqués. Vous voyez, ma mère toujours, il pleure pas. Même avant la guerre, moi j'observe que ma mère, elle pleure si elle regarde une scène de film ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, lors de la guerre, c'était pas le cas. Elle était courageuse et elle a dit, il faut lutter pour être encore en vie. C'est le cas de toutes les femmes en Syrie. C'est la force de ces femmes que vous souhaitez rappeler et souligner. Jude Jassouma, vous trouvez... J'invite les auditeurs à lire votre livre, bien sûr, pour comprendre quelle a été la suite de votre parcours. Est-ce qu'on peut simplement savoir où vous vivez aujourd'hui? Quelle est votre situation? Quelle est celle de votre famille, d'Aya, à laquelle on s'est attaché aussi dans le livre? Oui, vraiment, d'abord, j'ai bien aimé la Bretagne, moi. Même j'ai fait le tour en France entière, vraiment au sud, à l'est, au nord. Mais toujours, moi, je dis, je vais rester sur la Bretagne. Maintenant, j'habite près de Rennes, 10 km de Rennes, pas très loin. Et je suis en Master 2, linguistique et didactique des langues. J'ai un mémoire à rendre en juin prochain sur le parcours linguistique des apprenants arabophones en France. C'est l'actualité aussi. Et j'ai fait la première année aussi en France. Moi, je suis arrivé en France en juin 2016. J'ai commencé en septembre 2016. Première année et deuxième année. Et ma femme, maintenant, elle est en deuxième année, L2 des langues. À partir du premier moment, on a observé qu'on partage avec vous le souci du logement et le souci du travail. À partir du premier moment, j'ai commencé à chercher du travail, mais à la fin, j'ai fait l'interprète. J'ai fait l'auto-entrepreneur comme interprète entre les associations comme Qualia et la police aux frontières et les étrangers arabes, les Soudanais, les Syriens et tout ça pour gagner un peu d'argent. Et demain, je commence le travail. J'ai eu un CDI, c'est déjà bien, comme conseiller voyageur pour le Proche-Orient, avec Voyageurs du Monde. Oui, et ma femme aussi, comme on a dit, elle est étudiante, et les deux petites filles à la crèche. Avoir une place à la crèche, c'est déjà bien en France. Et je viens de déménager hier soir. Oui, l'horreur. Donc une situation qui s'installe et vous avez surtout un statut de réfugié, car c'était Oui. la question qui restait en suspens dans le livre, qui vous permet de rester... Oui. Plus longtemps. Oui, d'abord, il y a deux statuts en France. On a l'OFPRA, soit donne la protection subsidiaire
ou la protection nationale, on dit, soit ils donnent le statut de réfugié. C'est tout à fait différent. La protection subsidiaire, c'est-à-dire une carte de séjour d'1 an à renouveler. Quand on dit à renouveler, c'est-à-dire qu'il faut payer 269 € tous les ans. Si on a une famille, même les familles syriennes, ils sont des familles grandes. Si on a 5 ou 6 personnes, on arrive à 2000 € par an pour renouveler les cartes de séjour. Moi, j'ai fait 1. Mais il donne la protection subsidiaire si quelqu'un a quitté son pays à cause de la guerre, et il donne le statut de réfugié si quelqu'un a été menacé directement. Donc moi, j'ai fait un recours devant le CNDA, c'est le Cour national des droits d'asile. Et après quelques mois, 6 ou 7 mois, j'ai gagné le recours parce que j'ai des motifs que je ne peux pas retourner en Syrie. Si je retourne en Syrie maintenant, je suis comme déserteur, je serai arrêté à l'aéroport ou je ne sais pas. Donc j'ai eu la carte de 10 ans, c'est déjà bien, c'est-à-dire un réfugié à renouveler aussi. Mais donc une nouvelle vie, un nouveau logement, un travail, des études à poursuivre. Et il faut lire aussi le livre pour savoir avec quelle ténacité vous avez pu les mener. Une nouvelle vie pour vous, Joud Jassouma. Merci de nous l'avoir fait partager. Et merci à vous de votre écoute. Merci. Et avant d'accueillir Francis Eustache dans quelques instants, je précise qu'on vous retrouve dans la librairie où vous dédicacez votre livre et on peut encore poursuivre l'échange avec vous. Merci encore. Merci.